La conférence, j'ai dit ça prend trop de temps. On n'est pas à l'université, on a fait ce matin un atelier de formation qui s'est très bien passé. Rarement on a fait un atelier aussi complet avec des jeunes qui sont repartis extrêmement outillés. Ça fait 10 ans que j'ai dit, on est dans un monde où on ne se bat plus avec des insultes, on ne se bat plus avec des pierres, on ne se bat plus avec de l'argent, on se bat avec la connaissance. Et je sais que je vais mourir avec cette certitude. Aujourd'hui, je vais me poser 4 questions. Ces 4 questions, les doyens sont là. Chacun d'eux va apporter sa contribution. Mais moi, je continue toujours de dire que l'accès à la connaissance, c'est incontournable. On m'a dit, professeur, on fait une journée sur la promotion de la culture citoyenne. J'ai dit, ah, je vais mettre à côté la philosophie, je prends l'anthropologie et je vous fais une communication sur les stratégies de lutte pour la promotion de la culture citoyenne. Parce que pour ne pas répéter à chaque fois, pratique esclavagisme, on peut contourner la question. Quelles sont les stratégies de lutte pour la promotion de la culture citoyenne dont la finalité est l'égalité des citoyens? Là où il y a égalité des citoyens, il n'y a plus de pratique esclavagiste. Donc moi, la question que je pose, ce matin j'ai été séduit par une jeune dame qui a participé à l'atelier et qui avait une très très bonne compréhension. Quand on dit citoyenneté, quand on dit droit de l'homme, quand on dit stratégie de lutte, on est dans ce qu'on appelle la recherche du meilleur vivre ensemble. Ça c'est dès le départ. Il faut que les jeunes ici, les futurs chercheurs comprennent cela. Mon intervention et tous les gens qui vont prendre la parole, c'est comment améliorer le vivre ensemble en Mauritanie. On a des Arabes, on a des Halpulaar, on a des Soninké, on a des Wolofs, on a des Bambara. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens tel et tel. Comment on va vivre ensemble sans nous manger entre nous? Chacun apporte sa contribution. L'imam va donner sa contribution, les droits de l'homme vont donner, le politique va donner, et l'intellectuel va donner sa contribution. Moi j'ai 4 questions. Je vais être très bref pour que tout le monde puisse prendre la parole. Avant tout, qu'est-ce que la citoyenneté? Tu ne peux pas me dire comment on va lutter pour la promotion de la culture citoyenne. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Une fois que tu as défini la citoyenneté, il faut me dire qu'est-ce qu'on appelle la culture citoyenne. Une fois qu'on a dit la culture citoyenne, on va dire, mais quels sont les facteurs qui bloquent la promotion de la culture citoyenne? On fait un diagnostic. Et un 4e point, qu'est-ce qu'on dit? Comment promouvoir la culture citoyenne? Je vais simplifier le discours avant qu'on me dise que l'intellectuel est allé dans des abstractions. Je suis mauritanien, originaire de Kaïti. J'ai fait l'école primaire, j'avais une pièce d'identité. Je vis dans un état qu'on appelle la Mauritanie, dont je suis reconnu comme membre entier de cette communauté. Le terme être reconnu est extrêmement important. J'ai le droit de voter, j'ai le droit de prendre la parole, j'ai le droit d'avoir un champ, j'ai le droit de faire beaucoup de choses. En tout cas, si je n'ai pas fait quelque chose qui est contraire à la loi, qui me prive de mes libertés. Qu'appelle-t-on la culture citoyenne? La culture citoyenne, c'est l'ensemble des activités que quelqu'un mène pour la paix, pour la lutte contre l'ignorance, pour la promotion d'un idéal. Il ne s'agit pas de quelque chose que l'on fait pour soi-même, que l'on fait pour se faire des poches, non. Je suis dans un village, je reviens des vacances à Kaïti, ça m'a fait plaisir quand, à mon âge déjà, j'étais à Kaïti, j'ai vu des gens faire des cours de soutien durant les grandes vacances. J'ai dit à mon grand frère, c'est nous qui avions commencé ça en 1984. On revenait de Dakar, on dit au lieu de rester les bras croisés, il y avait des mathématiciens, il y avait tel et tel, on a initié des cours d'histoire. C'est ça la promotion qu'on appelle, si vous voulez, la culture citoyenne. Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles de la culture citoyenne? L'un des plus grands obstacles de la culture citoyenne, c'est l'indifférence sociale. Vraiment. Ce matin et aujourd'hui, je regrette vraiment de n'avoir pas appris la langue tonique. Ça, j'ai regretté. Surtout ce matin, j'ai vraiment regretté. Je mettais la pression sur Bali pour Bali. Est-ce que tu n'auras bien expliqué ça dans la langue là?
Parce que quand tu ne connais pas, on te traduit, il y a toujours un soupçon de non-respect ou de non-déviation. Qu'est-ce que ça veut dire indifférence sociale? Indifférence sociale, c'est quand on dit ça en couleur, on dit « nous wandaka ». Comment nous wandaka? Tu vis en Mauritanie. Quand on augmente le sac de riz, tu es un fonctionnaire, tu ne voles pas l'argent de l'État, on augmente le sac de riz via Wandaka. Quand c'est le Roumaï, tu vas aller jeter un sac. On dit électricité, tu dis non, moi ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème parce que tu voles l'électricité dans ton climatiseur. Tu ne peux pas vivre dans une société. Tout ce qu'on dit, non, ça ne me regarde pas. Moi, ça, ce n'est pas mon problème et tout ça. Ça, c'est le degré zéro du vivre ensemble. L'indifférence sociale entraîne quoi? Entraîne ce qu'on appelle le déficit des valeurs républicaines. Tu es avec n'importe qui, tu dis à quelqu'un, ici c'est censé interdit, il dit non, laissez la Mauritanie. Tu dis à quelqu'un, toi, fais le rang, il dit non, je ne vais pas perdre mon temps, j'ai mon cousin, il va me tirer mon chèque, je vais partir. Si les Mauritaniens eux-mêmes ne croient pas à la notion de l'État, à la notion de cette structure qui administre, qui dirige, qui applique la loi, ce sera très difficile de promouvoir la culture citoyenne. Troisième élément, c'est le déficit d'engagement. Vous avez des jeunes qui refusent, vous avez des personnes qui refusent de s'engager. Alors que moi je dis l'engagement, ce n'est pas le fait qu'on te voit, ce n'est pas le fait que tu prennes la parole. Prenons des exemples concrets. On est en train de faire l'assainissement. Mes enfants ne sont pas là, j'ai vu seul. Je ne peux pas prendre le râteau, je ne peux pas prendre la pelle. Je mets la main dans la poche, je dis acheter Warga, c'est du thé avec. L'engagement citoyen, c'est de dire, quand il y a quelque chose chez toi, quand il y a quelque chose dans ton quartier, tout ce que tu peux faire, apporte ta contribution. L'État viendra après. L'État viendra après, mais en attendant, tu es dans le quartier. Les enfants balayent le quartier et tu dis tu ne le fais pas. Je vais vous donner même un exemple très beau pour ceux qui ont fait la route. Sociale. Vraiment. Ce matin et aujourd'hui, je regrette vraiment de n'avoir pas appris la langue politique. Ça, j'ai regretté. Surtout ce matin, j'ai vraiment regretté. Je mettais la pression sur Bali pour Bali. Est-ce que tu n'auras bien expliqué ça dans la langue là? Parce que quand tu ne connais pas, on te traduit, il y a toujours un soupçon de non-respect ou de non-déviation. Qu'est-ce que ça veut dire indifférence sociale? Indifférence sociale, c'est quand on dit ça en couleur, on dit nous wandaka. Comment nous wandaka? Tu vis en Mauritanie. Quand on augmente le sac de riz, tu es un fonctionnaire, tu ne voles pas l'argent de l'État, on augmente le sac de riz via Wandaka. Quand c'est le Roumaï, tu vas aller jeter un sac. On dit électricité, tu dis non, moi ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème parce que tu voles l'électricité dans ton climatiseur. Tu ne peux pas vivre dans une société. Tout ce qu'on dit, non, ça ne me regarde pas. Moi, ça, ce n'est pas mon problème et tout ça. Ça, c'est le degré zéro du vivre ensemble. L'indifférence sociale entraîne quoi? Entraîne ce qu'on appelle le déficit des valeurs républicaines. Tu es avec n'importe qui, tu dis à quelqu'un, ici c'est censé interdit, il dit non, laissez la Mauritanie. Tu dis à quelqu'un, toi, fais le rang, il dit non, je ne vais pas perdre mon temps, j'ai mon cousin, il va me tirer mon chèque, je vais partir. Si les Mauritaniens eux-mêmes ne croient pas à la notion de l'État, à la notion de cette structure qui administre, qui dirige, qui applique la loi, ce sera très difficile de promouvoir la culture citoyenne. Troisième élément, c'est le déficit d'engagement. Vous avez des jeunes qui refusent, vous avez des personnes qui refusent de s'engager. Alors que moi je dis l'engagement, ce n'est pas le fait qu'on te voit, ce n'est pas le fait que tu prennes la parole. Prenons des exemples concrets. On est en train de faire l'assainissement. Mes enfants ne sont pas là, j'ai vu seul. Je ne peux pas prendre le râteau, je ne peux pas prendre la pelle. Je mets la main dans la poche, je dis acheter Warga, c'est du thé avec. L'engagement citoyen, c'est de dire, quand il y a quelque chose chez toi, quand il y a quelque chose dans ton quartier, tout ce que tu peux faire, apporte ta contribution. L'État viendra après. L'État viendra après, mais en attendant, tu es dans le quartier. Les enfants balayent le quartier et tu dis tu ne le fais pas. Je vais vous donner même un exemple très beau pour ceux qui ont fait la route Dakar-Nouakchott-Iran hivernage. Vous avez les jeunes vacanciers, c'est des villageois, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des creux, ils réparent des creux et ils mettent une corde des deux côtés pour dire que c'est nous qui avions fait ça
nous avions besoin de quoi acheter des moyens outils. Quand une voiture passe, tu sens très bien qu'il y a une corde. Il baisse la corde, tu vois quelqu'un, il leur donne un sou. C'est ça l'engagement citoyen. Maintenant, comment promouvoir la culture citoyenne? Si on veut promouvoir la culture citoyenne en Mauritanie, le premier élément qu'il faut déconstruire, ce matin ça a été très bien fait. Vraiment, je suis rentré à la maison très content. C'est de déconstruire le mythe de la pureté généalogique du sang. Tant qu'on a dans l'esprit, celui-là son sang est pur à 100%, l'autre à 60%, l'autre à 90%, et que ces sangs-là, si on les mélange, ça va entraîner de la dilution vers le bas. Il est certain que le principe de l'égalité va être extrêmement difficile. Tout être humain mérite le respect. Ne nous faut faire nos petits fascinés. Si vous comprenez bien la langue de Halpulaar dit, ne nous faut nos petits fascinés, on ne tient pas compte de sa fortune, de son rang social. C'est l'être humain. Ne nous faut faire nos petits fascinés. Abstraction faite de son village, de sa société, de sa communauté et de son appartenance culturelle. Le second élément, c'est le respect des droits culturels. Ça fait des années que je réfléchis sur ça et à chaque fois que je suis en Afrique, déjà j'ai développé un esprit sur ça avec mes amis suisses. Qu'appelle-t-on les droits culturels? Le respect des droits culturels, c'est quand on vit ensemble. Prenons par exemple ce hangar où on devrait faire. Normalement, dans ce hangar-là, si tu décides de mettre des photos, tu dois mettre des photos qui représentent la communauté arabe, la communauté haritain, la communauté soninké, la communauté wolof et la communauté bambara. Les gens seront à l'aise, ils sont reconnus. Donc les droits culturels renvoient aux marqueurs culturels qui renforcent la cohésion sociale. Quand on vit ensemble, tu montes dans l'avion, tu es dans le train, tu regardes les billets d'avion, tu ne vois aucun signe de ton appartenance culturelle. Eh bien, ce pays-là, s'il y a des problèmes, toi tu croises les bras. Aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait, en tout cas dans ce qu'on appelle la qualité de la gestion de l'espace public. Aujourd'hui, il y a des avenues qui portent tous les noms. Ça n'existait pas en Mauritanie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avenues, il y a beaucoup de rues. On respecte quand même, il y a un embryon de début de respect culturel. Et l'autre élément avec lequel je vais terminer, parce que je me suis posé quelques questions. Qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'est-ce que la culture citoyenne? Quels sont les facteurs et comment déconstruire? Je termine par le nœud qui permet, si vous voulez, le respect de la promotion de la culture citoyenne. C'est avant tout être honnête. Quand tu regardes quelqu'un, il faut regarder la personne. C'est quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu es en communication avec quelqu'un, il ne faut pas voir le village, il ne faut pas voir son prénom, il ne faut pas voir le fils de tel et tel et tel et tel et tel. Le biolage Traoré là, il va confirmer, il a connu mon père. Moi, il y avait des années, j'étais gêné. Tout celui qui me donne la main, en dégâts d'Orozo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, bon, il dit, oh, bon, il dit, bon, bon, c'est les petits trucs, je dirais, mon bon, bien Abdoulaye Dorof. Ça veut dire que chaque individu a besoin d'être reconnu dans son identité. C'est le respect de l'individu. Il faut respecter les individus. Maintenant, il se peut qu'il y ait entre nous des contradictions d'idées, des contradictions de conviction, mais tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu n'as pas le droit d'attaquer ma famille. Tu n'as pas le droit d'attaquer publiquement mon honneur, alors que tout ce que tu dis est diamétralement faux. Excusez-moi d'avoir été longtemps, pour avoir pris un peu de temps, je vous remercie. Merci. Notamment nos doyens, le doyen d'âge, Ladi Traoré, qui n'est plus à présenter, et notre doyen Samba Traoré, ainsi que nos honorables invités qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je voulais traduire en soninké ce que le docteur Sosamba, le professeur Sosamba a dit, parce que c'est extrêmement important. Mais le temps étant limité, je me suis dit, aujourd'hui,
ce qui est important, ce sont les symboles. Ce qui est important, c'est l'image. Et aujourd'hui, la seule présence de Sow Samba parmi nous aujourd'hui est plus éloquente que 1000 discours. Et c'est cette présence-là aujourd'hui que les caméras vont saisir, que les réseaux sociaux vont répercuter. Et aujourd'hui, le discours ne sera pas le discours que Sow Samba a délivré à cette assistance ici, mais ce sera un discours qui sera délivré au monde entier. Ce qu'il a dit en français, vous êtes destiné, vous l'avez compris, c'est bien, même si vous n'avez pas compris. Le message, la cible principale à laquelle ce message est adressé, ce n'est pas seulement vous, mais c'est l'ensemble des Mauritaniens, c'est l'ensemble des justes, c'est l'ensemble du monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes confiants, parce qu'aujourd'hui, le discours du professeur Sow Samba s'adresse à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble des Pulaars et à l'ensemble des Soninké. Et la preuve en est aujourd'hui que si on ne parlait qu'entre Soninké, lui, il ne serait pas là. Donc ça, c'est des choses à saluer, c'est des choses à imiter, c'est des attitudes que nous devons cultiver entre nous. Combien de Soninké intellectuels existent aujourd'hui qui ne s'intéresseront pas à ces activités-là? Combien de Halpulaar, combien de Mauritaniens existent aujourd'hui qui ne prendront pas la peine de venir assister à des activités comme cela? Donc c'est le lieu encore de le remercier et vraiment de le féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire pour la culture de la citoyenneté dans ce pays. On dit professeur, merci encore une fois et merci. Donc, comme il a dit, nous ne sommes pas dans une conférence, nous sommes dans un échange d'idées, nous sommes dans une conscientisation, nous sommes dans un rappel. Puisque le combat ne se gagne jamais dans le silence. Aujourd'hui, nous avons fait un atelier de formation sur la citoyenneté et le plaidoyer. Nous avons pu comprendre avec les jeunes que peut-être nous mettons l'accent sur certains aspects. Les jeunes ont pu nous montrer que certains aspects encore aujourd'hui méritent d'être clarifiés pour pouvoir toucher le maximum de jeunes à comprendre cette lutte-là. Je crois que la formation d'aujourd'hui que nous avons délivrée nous a, nous, formés d'abord avant de former les jeunes. Et ça, c'est dire quoi? Que tout échange est bénéfique. Les Soninké ont l'habitude de dire Yugo Guma, Hagemai, Kado Digame, Kadawarandantari. Et c'est à ce niveau que seule la communication est essentielle. Et c'est le seul combat, c'est la seule arme qui est utile et qui peut arriver à un impact. Donc à travers la formation d'aujourd'hui, ça m'a permis en tout cas de souligner 2 ou 3 questions essentielles qui nous permettra un peu de revenir sur ce que le professeur Sow Samba a dit. D'abord, la première question est aussi le Djebougoumé, M. Samba Traoré a aussi exposé et M. Yahuba Bakayo. La première question, c'est la question de la réforme foncière. Les jeunes nous ont posé la question de savoir comment faire face à l'utilisation de la ressource foncière pour mettre des pressions sur les personnes pour rester dans l'esclavage. Ça, c'est un point extrêmement important. Puisque dans la lutte, il ne suffit pas seulement de contester, mais il suffit d'identifier des problèmes et de leur trouver. Merci. Notamment nos doyens, le doyen d'âge, Ladi Traoré, qui n'est plus à présenter, et notre doyen Samba Traoré, ainsi que nos honorables invités qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je voulais traduire en soninké ce que le docteur Sow Samba, le professeur Sow Samba a dit, parce que c'est extrêmement important. Mais le temps
étant limité, je me suis dit, aujourd'hui, ce qui est important, ce sont les symboles. Ce qui est important, c'est l'image. Et aujourd'hui, la seule présence de Soul Samba parmi nous aujourd'hui est plus éloquente que 1000 discours. Et c'est cette présence-là aujourd'hui que les caméras vont saisir, que les réseaux sociaux vont répercuter. Et aujourd'hui, le discours ne sera pas le discours que Soul Samba a délivré à cette assistance ici, mais ce sera un discours qui sera délivré au monde entier. Ce qu'il a dit en français, vous êtes destiné, vous l'avez compris, c'est bien, même si vous n'avez pas compris. Le message, la cible principale à laquelle ce message est adressé, ce n'est pas seulement vous, mais c'est l'ensemble des Mauritaniens, c'est l'ensemble des justes, c'est l'ensemble du monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes confiants, parce qu'aujourd'hui, le discours du professeur Soul Samba s'adresse à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble des Poulards et à l'ensemble des Soninké. Et la preuve en est aujourd'hui que si on ne parlait qu'entre Soninké, lui, il ne serait pas là. Donc ça, c'est des choses à saluer, c'est des choses à imiter, c'est des attitudes que nous devons cultiver entre nous. Combien de Soninké intellectuels existent aujourd'hui qui ne s'intéresseront pas à ces activités-là? Combien de Halpulaar, combien de Mauritaniens existent aujourd'hui qui ne prendront pas la peine de venir assister à des activités comme cela? Donc c'est le lieu encore de le remercier et vraiment de le féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire pour la culture de la citoyenneté dans ce pays. On dit professeur, merci encore une fois et merci. Donc, comme il a dit, nous ne sommes pas dans une conférence, nous sommes dans un échange d'idées, nous sommes dans une conscientisation, nous sommes dans un rappel. Puisque le combat ne se gagne jamais dans le silence. Aujourd'hui, nous avons fait un atelier de formation sur la citoyenneté et le plaidoyer. Nous avons pu comprendre avec les jeunes que peut-être nous mettons l'accent sur certains aspects. Les jeunes ont pu nous montrer que certains aspects encore aujourd'hui méritent d'être clarifiés pour pouvoir toucher le maximum de jeunes à comprendre ce culte-là. Je crois que la formation d'aujourd'hui que nous avons délivrée nous a, nous, formés d'abord avant de former les jeunes. Et ça, c'est dire quoi? Que tout échange est bénéfique. Les Soninké ont l'habitude de dire Yugo Guma, Kagemai, Kado Digame, Kadawarandantari. Et c'est à ce niveau que seule la communication est essentielle. Et c'est le seul combat, c'est la seule arme qui est utile et qui peut arriver à un impact. Donc à travers la formation d'aujourd'hui, ça m'a permis en tout cas de souligner 2 ou 3 questions essentielles qui nous permettra un peu de revenir sur ce que le professeur Soul Samba a dit. D'abord, la première question est aussi le Djebougoumé, Michel Samba Traoré a aussi exposé et Michel Biahoua Bakayé. La première question, c'est la question de la réforme foncière. Les jeunes nous ont posé la question de savoir comment faire face à l'utilisation de la ressource foncière pour mettre des pressions sur les personnes pour rester dans l'esclavage. Ça, c'est un point extrêmement important. Puisque dans la lutte, il ne suffit pas seulement de contester, mais il suffit d'identifier des problèmes et de leur trouver des solutions appropriées, objectives et qui sont acceptées par la loi, par la morale et par l'ensemble des citoyens mauritaniens. Donc la réforme foncière, aujourd'hui le problème de l'esclavage en Mauritanie, puisque quelqu'un a dit l'autre jour, et ça m'a un peu gêné, quand il dit on est en train de lutter contre l'esclavage, ne nous amenez pas dans l'imama, ne nous amenez pas dans le problème de terre, ne nous amenez pas dans le problème de mariage. Je me suis dit, il se trompe lourdement.
l'esclavage se manifeste à travers des signes. L'esclavage se manifeste à travers des empêchements. L'esclavage se manifeste à travers des statuts. L'esclavage se manifeste à travers des privations. Ce sont ces privations qui font l'esclavage. La privation à la terre, la privation à la fonction de l'imam, la privation de beaucoup d'autres privations, de statuts et de privilèges qui font l'esclavage. Donc quand on lutte l'esclavage, on dit qu'on va lutter l'esclavage, on ne va pas toucher au chef de village, à la notion de chef de village, à la notion de l'accès à la terre, à la notion de l'accès à l'imam. C'est qu'on n'est pas sérieux, on ne veut pas lutter contre l'esclavage. C'est pourquoi les questions que les jeunes nous ont posées aujourd'hui, ils ont dit comment faire pour faire face à ce problème qui est le nœud principal de la pression que les féodaux utilisent pour mettre la pression sur les anciens esclaves. Puisqu'ils te disent, si tu n'acceptes pas d'être notre esclave, tu ne cultiveras plus notre terre. C'est très facile. Le professeur a dit, notre combat est devenu facile et agréable parce que nous avons non seulement la raison de notre côté, mais nous avons aussi la loi, nous avons la religion de notre côté. Donc aujourd'hui, pour résoudre ce problème-là, il y a en Mauritanie une loi qui est très claire en concernant l'accès à la propriété foncière. Cette loi, c'est quoi? C'est la loi 83-127 du 5 juin 1983 qui dit que la propriété foncière, la tenue traditionnelle est abolie. Aucune terre n'appartient à une collectivité de manière collective. Une propriété ne peut être que privée et individuelle. Et que la terre appartient à la nation. L'article 3, l'article 4 et l'article 5. C'est une ordonnance de 83 qui a été votée par Haïdala, le CMSN à son temps, je crois, le comité militaire national, et cette loi existe. Donc aujourd'hui, pour se battre, M. Traoré l'a dit, le Débégoumé, il a dit aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'hivernage. Nous n'accepterons plus ce qui s'est passé. Pour ne pas accepter ce qui s'est passé, il ne faut pas prendre des armes, il ne faut pas se battre. Il faut se battre sur la base de la loi, sur la base de la morale et sur la base de la religion qui dit que Al-Ardu liman ahyaha. Et là, non seulement notre religion la reconnaît, mais la loi mauritanienne la reconnaît. Et aujourd'hui, les féodaux ne vont pas l'accepter comme ça. Mais il va falloir avoir le courage. M. Traoré, d'accord, Lenki, n'a dit pas qu'on paye. On a un camo, on t'a ôté nous à la Soroma. On t'a voilà, il y a une autre tenu. Mais on a mani d'abord. On a qu'à d'abord que la loi existe. C'est facile. La loi existe, la religion existe et la morale existe. Mais, comme nous disons, digan lié ba nente sikiga dungere. Ati, on est majoritaire. Si on est majoritaire, ce qui est difficile, c'est qu'une seule personne se lève pour combattre. Mais si vraiment vous êtes majoritaire, si c'est vrai vous êtes majoritaire, la loi est de votre côté, la religion est de votre côté, la morale est de votre côté. Parce que ceux à qui on empêche d'exploiter ces terres, ce sont ceux qui ont exploité ces terres pendant 100 ans, 80 ans. Le vieux Diarra dans certains villages, son père a exploité un falot au bord du fleuve pendant plus de 120 ans. Et aujourd'hui, lui, je me rappelle, il avait plus de 80 ans. Et on est venu lui dire, laisse cette terre-là. La morale même. Il ne parle ni de loi, ni de religion. Mais la morale ne devait pas, en tout cas, empêcher quelqu'un qui a mis l'Iman Ahyal Arda, Munzu Hadal Khurun, et de lui dire, sors de cette terre-là. Donc, et là, une seule personne ne peut pas y résister. Mais si vous êtes nombreux, si vous êtes majoritaire, levez-vous, protestez de manière... Puisque la protestation est un droit légal et reconnu. Levez-vous et faites savoir aux autorités que vous n'êtes pas d'accord. Puisque, effectivement, les féodaux sont partout. Ils sont dans l'administration, ils sont dans la justice. Mais si c'est une seule personne qui se lève
il y a de peu de chances qu'on ait un résultat. Et nous, quand on lutte contre l'esclavage, on lutte contre ces manifestations de l'esclavage-là. Et pour y lutter, il faut avoir le courage. Un poltron ne peut pas avoir un résultat. Ça, c'est le premier point concernant l'accès à la terre. Le deuxième point, c'est la question de l'imama. Un jeune nous a posé aujourd'hui, et comment on fait pour passer au refus des féodaux d'accepter que les gens issus de conditions serviles soient des imams. Est-ce qu'il faut se battre ou bien est-ce qu'il faut faire d'autres mosquées? Nous lui avons dit qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, la loi est très claire. L'imama est régi par une loi et encadré par le ministère des Affaires islamiques de manière très claire. L'imama est basé sur la compétence religieuse, sur l'intégrité morale et sur le consensus local. Donc, imam Abu, ati imam Abu, il y a une question que je me pose, ati on a imam Abu, on a un cammo, on dit qu'on a un imam Abu, est-ce qu'on a l'imam, on a un cammo. Le plus facile aujourd'hui, c'est que dans la plupart des cas, on a Boutou, on a Djoumanou Torima. Ça, c'est la solution la plus facile. Et cette solution, elle n'est ni républicaine, ni courageuse. Puisque vous avez des compétences, si vous avez des gens prêts à être imam, ils ont refusé qu'ils soient imam. L'imama est fondé sur 3 critères: la compétence religieuse, l'intégrité morale et le consensus. Et le consensus, si réellement vous êtes nombreux, dites non, cette mosquée, on ne va pas la quitter. Elle est le message de l'Illah. Nous, on va prier ici, on est dans le même village, le village nous appartient tous. Il faut un consensus. On ne va pas imposer quelqu'un qui ne peut pas. Mais si il s'avère que vous pouvez être imam, mais si par hasard, quelqu'un de nous aussi est capable, il va être imam. Mais ça, il faut avoir le courage d'arriver jusque-là. Mais quand on choisit la facilité d'aller de l'autre côté, on a résolu le problème de la manière la plus facile, mais on a donné l'occasion aux gens de se diviser, et surtout de se stigmatiser, et surtout de dire la mosquée des esclaves, les cimetières des esclaves, les cimetières de... Et là, ça ne sert pas à la République, et ce n'est pas juste. Et même l'État n'accepte pas ça. Mais l'État, il faut le pousser, il faut l'amener vers des solutions concrètes. Le troisième point qui a été soulevé aujourd'hui lors de la formation, c'est la notion de complexe, la notion de nom. Les jeunes ont dit, ce nom, aujourd'hui, ici, il est considéré comme esclave, là-bas, il est considéré comme noble, et moi, je me nomme Jessie, ou bien moi, en réalité, je suis ceci, mais ma mère est shérif, ou ma mère est peuple. Si on rentre dans ces considérations, c'est qu'on est encore dans le paradigme de la féodalité. Il n'y a pas de nom supérieur à un nom. Il n'y a pas d'appellation supérieure à une appellation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana jabtu kullu taqiyyin. Moi je suis le grand-père de tout celui qui croit en Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna akramakum inna Allahi atqakum. Allah a dit au-dessus de tout, même pas les musulmans, quelqu'un qui a fait honorer Bani Adam, qu'il soit musulman, chrétien ou animiste, on ne parle plus de musulmans. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui,